Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous accueillir sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc, comme on peut le voir sur la slide qui suit, la Gazette des communes, c'est un magazine que vous connaissez sans doute bien, mais c'est aussi effectivement un organisme de formation qui a 20 ans d'expérience, qui délivre plus de 300 programmes de formation avec plus de 1000 sessions programmées chaque année. Florence, si je peux vous laisser passer la slide suivante. Donc voilà, un organisme agréé pour la formation des élus, éligible pour certains de notre programme à Mon Compte Élu, et bien évidemment Calliope, comme tout organisme de formation se doit d'être. Effectivement, vous le voyez, nous formons en inter, mais aussi en intra dans votre collectivité à partir de 4 personnes. Et puis, nous avons des classes virtuelles, des e-learning pour que vous puissiez suivre des formations à distance sur un certain nombre de rubriques qui vont du management jusqu'à l'action sociale, le numérique, la transition climatique, qui est une rubrique qui a éclos il y a maintenant une année. Donc voilà, vous retrouvez toutes ces rubriques et toutes les formations inhérentes à ces différentes thématiques sur notre site formation-lagazettetescommunes.com. Et comme on peut le voir sur la slide d'après, nous avons notamment une formation sur la stratégie de sobriété numérique dans sa collectivité. Donc voilà, une journée pour tenter de comprendre comment limiter l'impact environnemental du numérique de votre établissement suite à la loi RIN qui effectivement oblige à certaines choses. Donc c'est le thème qui va nous intéresser ce matin et pour lequel nous recevons Florence Presson, qui est donc adjointe au maire déléguée aux transitions donc environnementale, énergétique, numérique et à l'économie à la mairie de Sceaux. C'est une experte dans le numérique, tout ce qui est smart city, blockchain notamment, et à l'économie circulaire. Elle représente notamment l'Association des maires de France au Conseil national de l'économie circulaire et au Conseil national de la transition écologique. Voilà, avant de lui laisser la parole, je vous précise que vous avez sur le menu GoToWebinar qui est sur votre écran un petit point d'interrogation. C'est un petit chat qui vous permet de poser toutes vos questions durant l'intervention de Florence Presson. Donc n'hésitez pas, je les lui relayerai à la fin de son exposé. Je vais lui laisser la parole. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour les questions. Merci à vous, Florence. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais couper ma caméra pour avoir une meilleure qualité de son et dérouler cette formation, donc cette présentation de formation. Alors, vous avez coupé non pas votre caméra, excusez-moi Florence, mais votre partage d'écran. Ah, zut, exact. Voilà, parfait. Voilà. Très bien. Alors, le suivi. Donc, cette formation, effectivement, a 5 objectifs. Le premier, c'est identifier les leviers du numérique responsable, intégrer la déclinaison opérationnelle de la loi REN, puisque, effectivement, elle était prévue pour beaucoup plus tardivement, mais les années passent et là, c'est le moment, effectivement, de mettre en place l'ensemble de sa stratégie. Donc, l'objectif de la formation, c'est de pouvoir vous accompagner sur la méthodologie pour élaborer justement cette stratégie, repérer les actions qui permettent d'atténuer l'empreinte carbone du numérique, et puis l'objectif à la fin, c'est que vous ayez les premiers pas de votre feuille de route numérique responsable adaptée à votre territoire. Alors, premier point, appréhender les usages du numérique. Alors là, on est là pour répondre à un certain nombre de questions. Première chose, quel est l'état des lieux du numérique dans votre structure? Ensuite, sommes-nous schizophrènes? Avons-nous un comportement différent quand on est à la maison avec le numérique personnel et le numérique professionnel? Est-ce qu'il faut mettre des jumelles ou une loupe? Est-ce qu'il n'est pas préférable de travailler sur cette vision un peu écosystémique? Si je prends une imprimante, si je me focalise sur juste le nombre de feuilles qu'elle édite à la minute, est-ce que c'est un véritable intérêt par rapport peut-être à parler du berceau au cercueil, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la fin de vie,
ou plutôt du berceau au berceau, c'est-à-dire une boucle plutôt parfaite d'économie circulaire, ce qui nous donne à voir sur ce qu'on appelle l'ACV, l'analyse du cycle de vie, qui nécessite effectivement de bien comprendre cette vie, les différentes étapes et les actions qui sont possibles de mettre en œuvre. C'est aussi se poser des questions sur mes données. Où sont-elles stockées? Quelle est la profondeur de stockage? D'années à conserver. Ça interroge forcément sur les data centers. Il existe aujourd'hui plusieurs types de data centers. On a ce qu'on appelle le PUE, le Power Usage Effectiveness, qui est finalement un peu l'indicateur d'efficacité énergétique. C'est comme le DPE, non pas de la maison, mais c'est le DPE du serveur. Et ça permet de mesurer l'efficacité de l'utilisation de l'énergie au sein de ce data center pour peut-être en privilégier un autre. Alors, si on rentre sur une première étape d'état des lieux. État des lieux, c'est actuellement 67 millions de serveurs dans le monde, c'est 3 milliards de requêtes Google par jour, c'est plus d'1 milliard de smartphones répartis dans la nature, c'est 10-12 milliards de mails par heure, donc c'est une activité non négligeable. L'impact gaz à effet de serre, eh bien, le numérique représente plus de 1 million de tonnes. Alors, comment se répartissent ces millions de tonnes? Par exemple, 100 tweets, c'est peut-être la production que vous avez par semaine, par mois. Eh bien, ça représente 2 grammes de CO2. Vous écrivez des mails, 4 grammes pour chaque mail envoyé. Ça passe à 35 grammes en moyenne avec une pièce jointe. C'est 6 à 7 grammes par requête Internet. Tout à l'heure, on parlait de 3 milliards de requêtes par jour. Donc, ça donne un petit peu la représentation de ce poids des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, un impact que l'on oublie parfois, c'est l'impact matière. C'est le poids. Le poids et les matériaux qui constituent, par exemple, un ordinateur portable qui fait à peu près 2 kg. C'est aussi l'énergie nécessaire pour le fabriquer et c'est la quantité d'eau. Voilà, donc un portable plutôt léger, de 2 kg, eh bien, c'est 600 à 800 kg de matières premières. C'est une émission à peu près de 115 kg de CO2. C'est 240 kg d'énergie de combustible qui permettent effectivement les étapes de fabrication, de transport, etc. Et c'est à peu près 1,5 tonne d'eau. Donc, ça représente des volumes très, très importants. Je vais souhaiter prendre un exemple parce qu'effectivement, on ne peut pas, je dirais, en grosso modo, 30-35 minutes de présentation, rentrer dans le détail, mais je voulais juste faire un peu sur la partie cycle de vie, un focus sur ce que j'ai appelé les 7 vies d'un smartphone. Donc, un smartphone, vous en avez un sous les yeux, là, c'est 40 à 60% correspondant à de la matière, des métaux, des substances, dont des métaux ferreux, non ferreux, des métaux précieux, de la terre rare, etc. C'est 30 à 50% de plastique et matières synthétiques, et puis c'est 10-20% de verre et de céramique. Sa durée de vie, sa première durée de vie, sa première vie, c'est 3 ans. Les analyses qui ont été faites et que je vous présente là, c'est en intégrant une seconde vie de 2 ans. Alors maintenant, bien évidemment, la première vie peut être plus longue. Vous pouvez la conserver 4 ans ou 5 ans. Et la seconde peut être aussi plus longue que 2 ans. Souci si la première vie, vous la limitez à 1 an ou 2 ans. Parce qu'à ce moment-là, les analyses qui sont faites derrière sont un peu... enfin voilà, elles sont pas complètement justes puisque on part vraiment sur cette formule 3 ans, 2 ans. Alors, l'impact en termes de matières premières,
c'est 70 kilos de matières premières pour fabriquer effectivement le smartphone qui tient dans la poche. Et c'est 25 kilos de gaz à effet de serre. Alors, on peut se dire 70 kilos, bon, c'est pas tant que ça finalement. Bon, petit exemple, c'est au niveau France. Hein, si on prend tous les smartphones qui sont en service ou qui sont dans un tiroir en France, c'est l'équivalent à peu près de 18 tours Eiffel, cette masse de matières premières. Donc effectivement, ce n'est pas négligeable. Derrière cette donnée brute de matières premières, gaz à effet de serre, on a aussi tout ce qui concerne justement cette analyse complète du cycle de vie. Aujourd'hui, un smartphone neuf, c'est du made in Asie. Et sans parler des extractions qui ont pu être faites de matériaux divers et variés. C'est du transport. Il fait plusieurs fois le tour du monde. C'est des procédés de fabrication qui sont consommateurs d'eau, d'énergie, etc. Et très souvent, ça termine dans une poubelle ou dans un tiroir. Si on parle d'une seconde vie, ça peut être effectivement le fait de le passer à un enfant ou mais ça peut être aussi un retour dans une vie professionnelle sous la forme d'un smartphone reconditionné. Le reconditionné, ça devient un produit made in France. C'est un réseau d'acteurs locaux. Alors, c'est souvent une collecte par une structure plutôt locale. La gestion, fabrication des pièces détachées peuvent être faites aussi localement. Donc, en termes d'économie, d'attractivité économique locale, ça a tout son sens. Et le système d'élimination des pièces détachées, la récupération effectivement d'anciens matériaux, remplacement, le fait de le désosser, de pouvoir réutiliser chacune de ces pièces, c'est un intérêt non négligeable et source d'emploi local. Donc là, ça, c'est un petit focus sur un objet assez simple, pas trop complexe, et effectivement l'impact que l'on peut avoir en direct en choisissant du reconditionné et en s'inscrivant dans des démarches d'économie circulaire. Je vous ai mis un petit schéma ici du cycle de vie, hein, avec effectivement le fait que petit à petit, il y ait le moins possible d'utilisation de matières premières et d'énergie de façon à pouvoir optimiser l'usage et l'énergie, matières premières, énergie. Donc là, on a toute la partie éco-gestes, communication. Il y a quelques exemples de chaînes YouTube qui permettent de faire passer très simplement à des utilisateurs, à des collègues, à des partenaires, des informations sur ce qui peut être réalisé pour se mettre au régime et moins émettre de gaz à effet de serre. Alors ça, c'était sur la partie appréhender l'usage. Là, on rentre dans appréhender les enjeux de la sobriété. Alors, enjeux de la sobriété numérique, on a effectivement une place laissée aux législateurs et cette formation a comme objectif de pouvoir vous mettre à niveau sur, je dirais, les derniers décrets, textes et aussi peut-être de les traduire de façon plus opérationnelle et adaptée à votre activité. C'est aussi comment transformer une contrainte en action et lever les freins. Parce que bien évidemment, soit on peut bloquer sur chaque contrainte, sur chaque problématique, soit elle peut être source d'innovation. Et c'est plutôt le volet que nous développerons. Et puis, comment mesurer les progrès ? Pour qui ? Pourquoi ? Comment arriver à mettre en avant justement
les actions et le poids de ces actions, puisque c'est utile que ce soit dans les rapports d'activité, que ce soit sur la communication que l'on peut faire de sa collectivité ou de son entreprise. Alors, cette partie-là, elle se termine par un atelier collectif qui permet de lever, de mettre en évidence les leviers du numérique responsable. Alors, si on fait un petit focus sur les enjeux de la sobriété numérique, alors là, il y a 3-4 slides, je les passerai assez vite. Tout d'abord, l'objectif principal de cette loi, c'est réduire l'empreinte environnementale du numérique. À la fin, on parle que de Rennes et on oublie que c'est vraiment la réduction, l'empreinte environnementale du numérique qui est le point le plus important. 5 objectifs clés. Prise de conscience de l'impact environnemental du numérique, les kilos dont j'ai parlé tout à l'heure sur les téléphones portables, ça peut effectivement parler et interpeller la chaîne de fabrication par rapport à juste l'objet. C'est limiter le renouvellement des appareils numériques. Aujourd'hui, l'obsolescence programmée, c'est une interdiction, c'est développer le réemploi, la réutilisation. C'est pas toujours facile de dire à un collègue qui a son matériel un peu endommagé, de dire bon, ce n'est pas trop grave, on peut continuer à utiliser ce matériel, on va pas le changer aussi souvent que ça a pu être fait. Et c'est bien évidemment toute la partie définition des objectifs en matière d'économie circulaire qui sont importants dans cette loi. C'est aussi un usage numérique responsable. La sélection des centres de données et réseaux moins énergivores, j'en parlais tout à l'heure, avec notre espèce de DPE du data center, c'est aussi une réflexion qui dépasse le numérique, qui va beaucoup plus loin. Comment chauffer des logements associés à un data center ou une piscine, par exemple. Donc là, c'est des réflexions qui sont beaucoup plus transversales et partagées avec différents services. C'est bien évidemment développer votre stratégie numérique responsable. Alors, sur cette première partie, je vous donne un petit aperçu de quelques leviers d'action. Première chose, la prise de conscience de l'impact environnemental, c'est de la sensibilisation, c'est de la formation, c'est de la communication, c'est des petits ateliers qui peuvent se faire sur un temps du déjeuner, qui peuvent se faire à différents moments dans la vie, je dirais, quotidienne, et puis des événements beaucoup plus importants qui peuvent aussi être mis en place. C'est limiter le renouvellement des appareils numériques, je vous en parlais tout à l'heure. C'est une prise de conscience de la durée de vie, de voir comment l'allonger. C'est par exemple mettre en place des prêts de matériel de façon à ne pas perturber la vie quotidienne. Si l'ordinateur tombe en panne, le temps qu'il se fasse réparer, eh bien, il y a un matériel qui est mis à disposition. Ça veut dire que toute la partie accès aux données doit avoir été envisagée en amont de façon à ce que l'agent ou le salarié ou l'employé qui son ordinateur tombe en panne peut en récupérer un autre avec effectivement l'accès à l'ensemble de ces données sans chômage technique ou perte d'informations. C'est aussi un usage numérique éco-responsable parce que on a effectivement des référentiels génériques d'éco-conception qui peuvent être pris en charge, en compte. La création d'un nouveau site internet doit être vue dans une démarche de ce type. Les centres de données réseaux moins énergivores, c'est effectivement réutilisation de la chaleur fatale et une limitation en eau. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'opérateurs de communication qui publient des indicateurs en faveur de la transition écologique, sans le S, et qui permettent effectivement d'avoir ces éléments comme devenant, dans une fiche technique, quelque chose de tout à fait normal. Sur la partie développer la stratégie numérique responsable, alors là, il y a plusieurs étapes. La première, c'est la prise de conscience de l'impact environnemental. La deuxième, c'est
toute la partie durée de vie, pratique de l'obsolescence, c'est favoriser le réemploi, la réutilisation, c'est gérer la notion de recyclage, réparation, mettre en place des opérations de collecte. Vous pouvez très bien avoir dans une mairie, par exemple, ou dans une école, une boîte qui permet effectivement de mettre le matériel qui ne fonctionne plus et qui va être collecté et remis en service. Donc voilà pour les leviers d'action. En tout cas, on parcourra pendant cette formation un certain nombre de leviers d'action qui permettent de répondre à cette loi. Autre point, c'est ce développement de cette stratégie responsable. Elle s'applique à toute commune EPCI de plus de 50 000 habitants et elle est à mettre en place au plus tard le 1er janvier 2025, c'est-à-dire demain. Donc aujourd'hui, il est grand temps d'élaborer un programme de travail qui permet effectivement de commencer à dessiner cette stratégie numérique responsable. Alors pour cela, il y a 2 grandes étapes. La première, c'est l'état des lieux qui recense les acteurs, qui appelle à mesurer la réduction des empreintes environnementales que vous pouvez mettre en œuvre. Donc l'état des lieux, ce sont les acteurs, mais c'est aussi l'inventaire du matériel que vous avez. C'est aussi la revue de l'usage qui est fait de ce matériel ou en général dans votre structure. Et là, je dirais que le périmètre est à définir. Est-ce que l'on est sur un périmètre stricto une école ou est-ce que l'on est l'école, les élèves, les parents d'élèves et un accompagnement beaucoup plus global? Eh bien, tout ça, c'est effectivement des choses qui vont être à repréciser. Et puis, bien évidemment, si on met en place un travail de ce type, il est fondamental de définir des indicateurs, de faire des bilans annuels et de pouvoir réajuster petit à petit les démarches, les leviers, les actions. Alors, commune EPCI de plus de 50 000 habitants, je dirais qu'une commune ou une structure beaucoup plus petite peut très bien décider de rentrer dans cette démarche. Une ville qui a 20 000 habitants ou un village qui a 5 000 habitants, ça peut être une réflexion parce que derrière le volet environnemental, il y a un volet économique. Si le matériel, je le conserve non plus 3 ans, mais 4 ans, 5 ans, si je réduis le nombre d'imprimantes dans les locaux, si j'accompagne mes agents dans un usage particulier, oui, j'aurai un impact sur l'environnement, c'est important, mais j'aurai aussi un impact immédiat financier. Donc, quelle que soit la raison, je pense que s'inscrire dans le développement d'une stratégie de ce type est plutôt positif pour tout le monde. Alors, lorsque l'on parle des enjeux et de l'élaboration d'un plan numérique responsable, c'est définir effectivement, grâce au plan d'action qu'on a fait, définir ces objectifs de réduction de son empreinte, parce qu'il faut effectivement être motivé par une vision des éléments quantitatifs certains pour pouvoir effectivement mesurer l'avancée. C'est la cartographie des acteurs. Tout à l'heure, je vous parlais du reconditionnement. Le téléphone reconditionné. Si la structure pour reconditionner mon téléphone, elle est en Asie et que le téléphone que je viens de collecter, je l'envoie à l'autre bout du monde, je dirais que l'intérêt ne sera pas aussi important, intéressant que si j'ai pu constituer un réseau associatif, un réseau qui permet à des structures, des associations ou des startups locales de pouvoir développer un service de ce type. Et quand on parle des acteurs, on ne parle pas uniquement des réparateurs, ça peut être aussi des acteurs tels que des startups qui
qui on peut mettre à disposition certaines données publiques et qui vont pouvoir créer les applications, mettre en place les services qui permettront, quitte à avoir de la donnée, eh bien qu'elle soit utile. Ce sont donc des indicateurs de suivi associés aux objectifs définis. C'est définir les moyens. Ce n'est pas en signant une charte que l'on sera à jour sur notre stratégie numérique responsable. Ça va beaucoup plus loin. Et il faut se donner les moyens pour cela. Donc, ça veut dire que dans l'élaboration de cette stratégie, il faut pouvoir mettre ces moyens. Ces moyens, ça peut être des moyens humains, avoir une personne qui va à un moment donné travailler non pas entre deux dossiers urgents, mais de façon responsable sur ce sujet-là, suivre, continuer à faire de la formation, continuer à faire de l'accompagnement, de façon à ce que ce n'est pas un document signé, ce n'est pas une stratégie définie qui passe en conseil, mais bien un sujet qui devient un socle. C'est aussi les mesures mises en place sur une période qui peut être définie comme étant annuelle, pluriannuelle, de façon à pouvoir suivre les avancées. Les enjeux de la sobriété numérique, c'est aussi posé sur quelque chose dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'économie circulaire avec la loi AGEC, l'économie circulaire et la lutte contre le gaspillage, parce que bien évidemment, on parle de durabilité des produits numériques, on parle d'information aux consommateurs. Les consommateurs sont ici là les agents. Et c'est aussi tout ce qui concerne les nouvelles obligations en matière d'acquisition d'un bien. Une obligation, effectivement, dans les marchés publics, de pouvoir indiquer un pourcentage minimal pour du reconditionné, pour des produits qui contiennent un pourcentage particulier de matière recyclée. Vous savez, c'est toujours le discours recyclable, recyclé. Ça ne sert à rien d'avoir des produits recyclables. Ça veut dire que quand ils sont mis, entre guillemets, dans une poubelle, on peut les désosser et pouvoir utiliser cette matière pour faire autre chose. Si le autre chose n'existe pas, on s'est juste compliqué la vie, parfois, pour rien. Donc, ça veut dire qu'une entreprise, si elle fait du recyclable, elle se doit au minimum, et on est là aussi pour l'accompagner grâce au marché public, eh bien, demander à ce que dans le produit initial, eh bien, il y ait un pourcentage de matière recyclée, c'est-à-dire issue des déchets du premier. Voilà sur cette partie-là. Donc, après avoir appréhendé toute la partie stratégie, enfin toute l'élaboration, on passe dans la mise en œuvre au sein de la collectivité. Alors, voilà, on a toutes les cartes en main, on a passé sur les différents chapitres vus tout à l'heure. Maintenant, on commence par quoi? Alors, c'est assez lourd, il y a beaucoup de choses. On peut se dire que tout seul, on va aller très vite. Et que finalement, une ou deux personnes focalisées sur le sujet, c'est le meilleur moyen d'atteindre un objectif. Alors, effectivement, seul, on va vite. Mais est-ce qu'il ne faut pas viser plus haut? Donc, ça veut dire qu'il y a une véritable réflexion à qui est impliqué dans cette stratégie, qui on met autour de la table ou autour de l'écran. Et puis, se poser une question importante qui est que nous ne sommes pas tous à la même ère ou à la même heure du numérique. Donc, ça veut dire que là aussi, il y a une base de connaissances minimum à mettre en œuvre auprès de tous les acteurs de façon à pouvoir se retrouver à la même heure ou à la même époque du numérique. Alors là, cette partie-là se termine sur une séance qui, cette fois-ci, est individuelle et qui vous permet d'inscrire les premières prémices de votre feuille de route. On rentre dans le concret. Alors, effectivement, je parlais de carte entre les mains et du passage à l'action. Eh bien, première chose, il faut définir le plan d'attaque, le plan d'action. Donc, c'est la constitution d'une équipe parce qu'on n'y va pas seul. C'est le socle de connaissances dont j'ai parlé.
c'est le diagnostic. Cette étape de diagnostic, on ne peut pas le faire à la va-vite. Ça peut être un temps long, mais c'est le temps qui permet aussi d'asseoir ce socle de connaissances, de sensibilisation, d'accompagnement. C'est ensuite de définir des objectifs et les priorités, parce qu'effectivement, selon la situation, il peut y avoir tellement de choses qu'on ne sait plus par quoi commencer. On est sur une stratégie, un plan qui est pluriannuel, ça veut dire que eh bien, on prend entre guillemets, un peu le temps de poser les actions de façon à ne pas se retrouver face à un mur qui découragera tout le monde. Donc, définition du plan d'action, le pilotage de ce plan d'action et puis bien évidemment de la communication parce qu'on a toujours aussi une notion d'exemplarité et un travail de ce type mené dans une collectivité, ça peut être très inspirant pour des acteurs économiques locaux. Alors, je vous ai posé ici quelques pistes. Quelques pistes qui peuvent être mises en place dans une stratégie numérique. Alors, ça peut être assez large. Bien évidemment, si je parle sur l'achat public durable, local, c'est des critères environnementaux. Ce sont des labels. C'est les fameux pourcentages de recyclage, recyclé, du reconditionnement. C'est s'interroger sur le besoin. On ne prend pas l'appel d'offres, le marché précédent, on le dépoussière. C'est l'occasion de se dire, on anticipe peut-être un an avant la fin de l'échéance ou un an et demi sur des sujets importants. Et là, on se réinterroge grâce au diagnostic qui a pu être réalisé en amont. Et on essaie de voir comment on peut diminuer, je dirais, le nombre d'achats, de renouvellement, comment on peut profiter de ce marché pour être peut-être non plus sur un achat de matériel, mais peut-être un achat d'usage. Donc là, un autre volet, l'économie de la fonctionnalité, qui fait partie de l'économie circulaire et qui fait que quelque part, si le producteur reste le propriétaire du bien et qui vous le met à disposition, eh bien, il a tout intérêt à assurer un service après-vente pour qu'il fonctionne le mieux possible pendant longtemps et d'avoir du matériel qui, effectivement, lui appartenant, il en garde la responsabilité, il garde la responsabilité de la fin de vie et il a tout intérêt à faire quelque chose de beaucoup plus durable. Donc là, on rentre dans des informations, enfin dans des modèles un petit peu différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Ça ne revient pas à la location ou la location d'un matériel qui change tous les 2 ans parce qu'il y a le nouveau modèle et que ça vous coûtera un petit peu plus cher. On casse un petit peu ce modèle-là. C'est aussi des clauses d'interopérabilité. Vous utilisez un certain nombre de logiciels, d'applications. On ne peut plus se permettre d'acheter un outil. Les données sont encapsulées dans cet outil-là et que si le jour où on change d'outil, on repart à zéro. Ça, ce n'est plus possible. Ça, c'était le siècle passé. Mais aujourd'hui, l'interopérabilité est vraiment un volet fondamental. Et puis, c'est aussi s'interroger sur la donnée. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on conserve? Il y a l'obligation, mais il y a aussi parfois on conserve des données mais qui n'ont pas d'usage, ils prennent juste beaucoup de place, beaucoup d'énergie. Donc c'est se dire, posons-nous réellement la question sur la donnée et voyons comment elle peut être exploitée. Et n'ayons pas peur peut-être d'en mettre à la poubelle parce qu'effectivement il n'y a pas d'intérêt. Pour cela, ça veut dire qu'il y a un échange, une discussion avec des entreprises locales, des startups, et se dire, tiens, on a ces données-là, on se dit qu'on pourrait peut-être en faire quelque chose, et ce quelque chose, il est peut-être à définir, justement. Donc, il y a des petites applications qui permettent, par exemple, de pouvoir récolter des données associées à des déplacements. Chaque jour, vos agents indiquent en quoi ils sont venus, combien de kilomètres ils ont fait, etc.
à la limite domicile travail, et en fonction des évolutions qu'ils ont fait, on va pouvoir avoir des éléments de motivation. Ça, c'était un micro-exemple, mais qui est un peu transversal à ce que je viens de dire, puisque quelque part, ça continue à donner de l'information, de la sensibilisation et à générer ce qu'on appelle souvent des petits pas de côté, tout en sachant que plein de petits pas, petits, ça devient effectivement quelque chose d'intéressant. C'est aussi dans toute la partie IoT, est-ce qu'on achète des capteurs? Est-ce que ces capteurs-là, pour certains, ça vaut le coup de les acheter, de les poser quelque part? Une fois qu'on a pu faire un diagnostic, est-ce que ce lot de capteurs peut-être être transféré au territoire, dans une autre commune, dans un autre lieu de la commune, parce qu'effectivement, une fois qu'on a fait ce diagnostic, cet audit, eh bien peut-être qu'on met en place des actions et on aura besoin de nouveau de ces capteurs, peut-être 1 an plus tard, pour mesurer. Mais l'avoir tous les jours et que tous les jours ils puissent consommer, ce n'est peut-être pas intéressant. Quitte à avoir des capteurs, peut-être qu'une infrastructure de type LoRa qui permet effectivement de transporter de façon beaucoup plus économique sur du bas débit des données de petite taille n'est pas préférable à un autre type de réseau. C'est aussi, je dirais, de l'enseignement, de l'apprentissage, de la formation, que ce soit la formation initiale avec l'importance dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, de pouvoir effectivement lutter contre l'électronisme, donner, je dirais, les bonnes pratiques, les bons réflexes aux jeunes, aux étudiants, mais pas que. Ça peut être aussi, après avoir mené des actions de ce type dans les écoles, eh bien, développer des ateliers qui peuvent être mis en œuvre, par exemple, avec une mixité d'âge, des jeunes qui peuvent effectivement expliquer les meilleurs usages à des seniors. Et là, de nouveau, on va plus loin que la stratégie numérique responsable, locale, sobriété, on va sur de la convivialité, du lien intergénérationnel, de la solidarité, et ça, c'est une denrée qui parfois est un peu rare, et que si on peut, grâce à cette stratégie, accompagner, développer, ça peut être tout à fait intéressant. On connaît tous la clean walk, les moments où on descend tous dans la rue et on ramasse tous les déchets qui sont sur le bord de la route. Et bien là, on peut être sur ce qu'on appelle une Cyber World Clean Up Day, en français, une journée mondiale du nettoyage du numérique, où là, on va pouvoir, pendant 1 heure peut-être, lancer au travail le fait de dire, on fait du nettoyage. On supprime les fichiers ou des photos qui sont en 4 exemplaires avec une fois les yeux fermés, une fois les yeux ouverts, etc. On supprime des mails. Petit exemple, en 2020, La Rochelle a économisé 24,4 tonnes de CO2 après une étape de ce type. C'est effectivement, je dirais, sur la partie site internet, portail citoyen, une réflexion aussi au design du service, une sobriété éditoriale, c'est revoir le fait d'envoyer, est-ce que c'est on continue à envoyer des pièces jointes, est-ce que c'est mettre à disposition une partie d'un nuage accessible, même pourquoi pas à des citoyens, avec un portail citoyen particulier, pour que le citoyen puisse consulter, avoir accès à, mais ne pas recevoir cette présentation en pièces jointes, même si elle vous sera mise à disposition. Pourquoi envoyer le document que vous allez chacun stocker partout, alors que ça pourrait être sur une donnée beaucoup plus économe. C'est un petit peu le grand changement, un petit peu, c'est changer d'unité. Et c'est remplacer les euros par une unité qui est le CO2 ou le kilowattheure. Je pense que ce modèle-là, alors c'est facile de le dire, c'est plus difficile quand il y a une baisse des rentrées d'argent, des subventions, une difficulté à boucler les budgets. Oui, mais être élu,
Et faire tourner l'école, c'est le court terme, mais s'il n'y a pas la vision et les plans d'action à moyen et long terme, on ne peut pas faire quelque chose qui soit durable, et ça aura servi à rien de mettre une école avec de beaux programmes pour des enfants si, arrivés adultes, ils sont dans une situation catastrophique. Donc, on change d'unité, on a l'audace, l'ambition de changer d'unité, de passer à du CO2 et du kilowattheure. Alors, établir un bilan carbone des projets numériques de sa collectivité, c'est un point important. Ça passe par beaucoup de pédagogie, parce que c'est quoi un bilan carbone? Quel est le cadre? Quand vous avez un établissement scolaire qui dit « alors là, moi, c'est super, j'ai fait mon bilan carbone, tout va bien ». Et quand on creuse un peu et que la seule chose, alors c'est déjà bien, hein, remarquez, mais la seule chose qui a été faite, c'est la consommation de chauffage et d'éclairage, ça laisse un peu sur sa faim. Ça laisse un peu sur sa faim parce qu'on se dit que finalement l'école, ça intégrait aussi des équipements numériques, ça a été oublié. Ça intégrait aussi les déplacements entre le domicile et l'école pour les jeunes. Ça intègre aussi la cantine ou l'espace de restauration ou ce qui est mis dans l'assiette des personnes ou dans la boîte, le bento. C'est beaucoup plus large et là, il faut pouvoir définir c'est quoi mon bilan carbone et quelle est ma stratégie carbone. Et après, si on reste sur du purement carbone, eh bien, on va générer des choses qui peuvent être aberrantes. Parce que depuis tout à l'heure, quand je vous parle carbone, je vous parle aussi énergie, je vous parle aussi matériaux, matières premières. Et ça reste un fondamental. Donc, en réalité, notre stratégie bas carbone doit être associée à ces deux choses-là. Et le numérique est à la fois un outil et cette stratégie nous permet effectivement de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Alors, d'autres questions, les obligations, le matériel de mesure, à la fin, on en fait quoi? Donc, la même chose, cette session-là se termine par un atelier individuel où, à partir des prémices que vous aurez définies, c'est commencer à noter les actions prioritaires pour sa collectivité. La partie bilan carbone, avant de rentrer dans la stratégie associée au numérique, ça doit passer par une étape générique qui est de dire le dérèglement climatique, les stratégies nationales bas carbone, c'est quoi? C'est effectivement des données, de la formation, je dirais, basique, mais qui est indispensable parce que personne ne vous dira « je ne sais pas ce que c'est », mais en réalité, il y a beaucoup d'incompréhension. On va parler de zéro émission nette carbone, on va parler de consommation carbone, on va parler de beaucoup de choses. Quelle est la définition de chacune de ces choses? Comment on peut les expliquer, mais en les appliquant au travail, tâches qui sont réalisées au service, au niveau d'un service par exemple, là c'est effectivement passer par des étapes de pédagogie sans rentrer dans du catastrophisme, même si 40 jours, plus de 40 jours de vagues de chaleur par an avec des températures estivales 4 degrés plus élevées, on a vu que depuis quelques années on est dans le hit parade, c'est toujours l'année la plus chaude, la journée la plus chaude, mais jusqu'à la suivante. Donc, il faut arriver à trouver le dosage. Il faut peut-être aussi parfois se faire accompagner parce que être l'oiseau mauvais augure, celui qui porte le message, c'est pas toujours simple quand c'est fait en interne. Mais en tout cas, c'est vraiment un passage obligé. Et puis, quand on parle de bilan carbone, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle les différents scopes. Le scope 1, le scope 2, souvent on s'arrête là. C'était un peu l'école dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait fait son bilan carbone, mais qui avait oublié les déplacements, qui avait oublié la gestion des déchets, la réduction et le traitement derrière, l'utilisation du matériel informatique, les transports et distributions d'un certain nombre de choses, etc. Donc, définir effectivement ce cadre, ces différents scopes et essayer d'être le plus large possible, ou en tout cas d'intégrer les données du scope 3 qui ont du sens avec votre activité.
Voilà pour ce que je souhaitais vous présenter normalement en 30 minutes, mais c'était difficile de le faire qu'en 30 minutes. Et je pense que là, c'est le moment des questions. Oui, oui, absolument. Bah, je vous remercie infiniment, Florence Presson, pour cette intervention. Effectivement, il est difficile de condenser une journée de formation en 30 minutes, mais vous nous avez bien expliqué ce que pouvait apporter cette journée de formation à l'ensemble des problématiques que vous avez évoquées. On a eu beaucoup de questions. Et notamment au niveau de la slide 8 où vous avez parlé des 7 vies d'un smartphone. Beaucoup de personnes nous ont demandé quelles étaient vos sources pour tous ces chiffres, si vous aviez un site à nous conseiller pour les avoir. Sont-ils universellement partagés et est-ce qu'on peut les utiliser comme base de calcul fiable? Voilà, peut-être que vous avez des réponses à nous apporter à ce Oui, niveau-là. oui, tout à fait. Alors, il est vrai que sur les slides de la formation, il y a toutes les sources qui sont définies en bas de page. C'est pour ça que tout à l'heure, par exemple, je vous ai parlé de 600 à 800 kilos, parce que selon les sources, il peut y avoir une petite variation. Très honnêtement, toutes les sources que j'ai utilisées pour cette formation sont des sources ou de l'ADEME ou d'organismes associés à l'État, etc. Des données qui sont les plus connues et reconnues. Il y a aujourd'hui beaucoup de référentiels qui existent et j'ai fait un peu un mixte. Et bien évidemment, pendant la formation, je vous communique cette bibliographie parce qu'elle est fondamentale. La formation, même en une journée, c'est court. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un certain nombre de choses que je piocherai dans ces différents supports, mais il y en aura sans doute d'autres qui vous seront nécessaires. Donc là, avec l'éclairage de cette formation, vous pourrez vous-même aller ensuite explorer, utiliser l'ensemble de ces informations-là. Il y a aussi des retours d'expérience. Je vous ai parlé tout à l'heure de la journée de nettoyage qui s'est fait à La Rochelle. Bien évidemment, à travers différents exemples, c'est aussi des actions inspirantes et pour certaines qui ont un véritable retour d'expérience. Donc, on a mis en place quelque chose, ce n'est pas la même chose que je projette de mettre en place, ou c'est écrit dans ma charte. Là, on est vraiment sur du concret. Ça veut dire aussi que les échecs peuvent être des sources intéressantes de réajustement, mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas sur du copier-coller. Chaque territoire est particulier. Donc, il y a une adaptation à mettre en œuvre. C'est pour ça que dans la formation, il y a des moments en commun, mais il y a aussi des moments individuels, parce que voilà, chacun a ses caractéristiques, ses spécificités, et il faut les prendre en compte. Alors, on a aussi pas mal de questions. Bon, vous avez beaucoup parlé effectivement de la limitation des appareils, de leur renouvellement, de joindre les gens plutôt par téléphone que par mail. Mais c'est vrai que dans l'organisation actuelle, à la limite que ce soit dans une collectivité ou une entreprise, on nous impose quand même des outils informatiques, que ce soit les mails, que ce soit les Teams, que ce soit tout ça, qui font que c'est compliqué de travailler autrement. Donc, comment fait-on pour réduire cette quantité d'appareils utilisés globalement et donc la taille des parcs, que ce soit téléphonique ou informatique, dans les établissements? Alors, il y a plusieurs choses, hein. C'est pour ça que c'est vraiment plus large que juste le matériel. Aujourd'hui, on est dans la société de l'immédiateté. Ça veut dire que vous recevez un mail, si vous n'avez pas répondu dans les 5-10 minutes, quitte à avoir réagi mais pas réfléchi, ça pose un souci. Quelles sont les informations qui nécessitent une réactivité dans les 5-10 minutes? Posons-nous cette question, reprenons la journée d'hier. À quel moment j'ai reçu un mail où c'était une histoire de vie, de mort, et il fallait que je réponde dans les 5-10 minutes? Je pense que là, on peut
revoir les choses. Quand on sait que je suis en train de travailler sur un dossier, je reçois un mail, j'ai un bip et je regarde et qu'il me faudra à peu près 10, 15, 20 minutes pour me reconcentrer sur ma tâche, est-ce que si on parle de productivité, ça a un sens d'avoir ces petits systèmes d'alerte? Est-ce que ça a un sens d'avoir l'ouverture de la messagerie constamment? Est-ce que, enfin voilà, sur les usages, je pense qu'il y a une vraie réinterrogation. Si je regarde mes mails une fois tous les heures, est-ce que ça change quelque chose à ma performance et au fait que je sois dans le coup? Je ne suis pas certaine selon le métier que l'on fait. Donc ça, je pense qu'il faut peut-être déconstruire cette notion d'immédiateté. Ensuite, effectivement, même s'il y a du télétravail, même si de temps en temps, juste se lever, c'est bon pour la santé de bouger, et d'aller passer la tête dans le bureau d'à côté, ça peut avoir du sens. Oui. Aussi, relation humaine, autre. Sur la réduction, alors moi je parle surtout d'allongement de vie du matériel. J'ai eu dans une vie professionnelle précédente un téléphone entre les mains et on me dit bon bah on le change. Mais pourquoi on le change? Pourquoi on le change? Il marche très bien. Ah oui, mais il faut uniformiser tout. Bah, dans ce cas-là, il y a peut-être une réflexion un peu différente à avoir, mais on ne peut pas être là-dessus. Combien de personnes ont leur téléphone professionnel et le téléphone perso dans la main, qui chaque nuit doit être rechargé pour qu'ils puissent être activés, etc. Est-ce que mettre deux puces dans un téléphone, est-ce que ça pourrait être une solution? Est-ce que dire, OK, c'est votre téléphone personnel, mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'un professionnel? Parce que pour un certain nombre de métiers, c'est possible. Donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir et à adapter en fonction de chaque métier, chaque situation. Oui, tout à fait, effectivement. Et des réflexes personnels aussi à avoir effectivement par rapport à sa consommation, comme vous dites, sur plusieurs appareils et sa consommation aussi. Voilà, des emails, des teams qui arrivent régulièrement, mais qu'on n'est pas obligé de consulter tout de suite et qui permettent peut-être des réponses plus pertinentes d'ailleurs si on est réfléchi un petit peu plus tard et pas sur le coup. Exactement. Alors, vous avez aussi invoqué la notion de référentiel générique d'éco-conception. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu cette notion et sa création? Oui, actuellement, j'ai trouvé surtout des entreprises qui développaient ces fameux supports un petit peu. Donc c'est un petit peu à creuser pour effectivement se dire est-ce que c'est un investissement intéressant ou pas, mais qui peut l'être, ou en tout cas il existe quelques référentiels. Si je prends, je ne sais pas moi, créer un nouveau site internet, aujourd'hui quand vous regardez les sites précédents et les sites actuels, vous vous rendez compte qu'au niveau de l'éco-conception du site, il y a eu un certain nombre d'efforts faits. On n'a plus des sites dans lesquels on peut retrouver tout l'historique de toutes les actualités depuis 5 ans. Mais on va avoir le fait d'avoir défini, d'avoir éco-conçu en amont, par exemple, le fait de dire que l'on garde les actualités de l'année, ou alors on en garde sur un délai plus long sur certains types d'actualités, ou on les consolide. Enfin, vous voyez, c'est tout ce temps d'éco-conception avant de mettre en œuvre, d'avoir ce temps de réflexion un petit peu qui permet de définir la façon dont on va développer ou utiliser quelque chose. On est sur la notion d'éco-conception très souvent quand on parle d'économie circulaire et de matériaux. Oui. On l'est un peu moins effectivement sur du numérique pur, à part les usages dont je vous parlais. Ça peut l'être sur du matériel. Aujourd'hui, on peut très bien dire, dans notre cahier des charges, on achète un matériel qu'à partir du moment où il est démontable et où les pièces détachées sont garanties pendant un certain temps. Donc, ça veut dire que ça nécessite
des étapes d'éco-conception où nos demandes peuvent générer effectivement des éléments de ce type, et il commence à y avoir quelques référentiels. Mmh. Et puis peut-être une dernière question, alors un petit peu plus spécifique, mais quelqu'un nous demande si les centres de gestion sont concernés par l'article 35 de la loi REEN. Excusez-moi, j'ai dit RIN en début d'intervention, je le prononce à l'anglaise. Mais voilà, est-ce que les centres de gestion sont concernés par l'article 35 de la loi REEN? Il faut que je vérifie. Je n'ai D'accord. pas la réponse là immédiate. Désolée, bah, on répondra à cette personne mais ultérieurement, effectivement. Il me reste encore, Florence Presson, à vous remercier pour cette intervention vraiment très intéressante et qui nous interpelle tous sur nos usages. Et puis, bien évidemment, je vous invite et des différentes personnes qui ont participé à ce webinaire nous ont demandé comment s'inscrire à cette formation. Je leur ai répondu en direct. Vous la retrouvez bien évidemment sur notre site et l'inscription se fait en 5 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter Florence lors de cette intervention. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon appétit et puis une bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire du département formation de la Gazette des communes. Au merci revoir, beaucoup. À très très bonne bientôt. journée. Merci à vous.